Mercredi 27 juillet 2016, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, état de décrépitude du système éducatif béninois. C'est là le thème qui a fait l'objet de la conférence de presse hebdomadaire des membres de l'organe de presse La Croix du Bénin ce mercredi. Eh bien, les précisions dans un instant avec Fréjus Serroin. Deux malfrats ont été présentés à la presse ce mardi. Ces malfaiteurs s'apprêtaient à opérer un braquage quand ils ont été appréhendés par la police. Et puis, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide, au centre d'une polémique pour avoir frappé une de ses danseuses, a été emprisonné mardi à Kinshasa après son inculpation pour coups et blessures volontaires. Bienvenue à tous dans ce journal. La séance de municipalité mensuelle dans la commune d'Abomey-Calavi s'est déroulée ce mardi dans l'arrondissement. Cette rencontre a été une occasion d'échange et de partage entre le maire Georges Bada et les élus locaux. Horacia Djodji, Cyril Agbo. Après les arrondissements de Révier, Zinvier, Togba, Akasato et Godomain, c'est au tour de l'arrondissement d'Abomey-Calavi d'accueillir la séance de municipalité initiée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Comme dans les localités précédemment citées, c'est le recensement par le maire Georges Bada des problèmes de ce milieu qui justifie la tenue de cette réunion. Des difficultés soulevées par les 20 chefs quartiers et qui se résument à l'ouverture, au reprofilage des voies, à l'insalubrité, au manque de modules de salles de classe, d'électrification, à l'insécurité et aux conflits domaniaux. Des préoccupations confirmées par le chef d'arrondissement qui a profité pour souhaiter la relance effective des travaux de lotissement. Le 12 passé, que vous avez eu à faire la levée de la mesure de suspension et que vous avez eu à procéder à la relance des travaux de lotissement dans toute la commune, nous vous remercions. Et puis nous vous demandons de faire diligence pour que ces travaux démarrent effectivement. Pour le maire Georges Bada, la décentralisation et le développement à la base. La mairie à elle seule ne peut apporter les solutions aux problèmes énumérés. Il invite donc chaque habitant de l'arrondissement d'Abomey-Calavi à une participation citoyenne. Tous les 20 chefs quartiers, ils doivent se poser la question de savoir, pour lutter contre l'insécurité, combien d'étrangers sont rentrés dans leur quartier. L'éclairage dans une commune n'est pas l'exclusivité des charges de la commune. Il faut nécessairement, pour ce qui nous concerne, que l'État central nous vienne en aide. Également pour ce qui concerne les voies, également pour ce qui concerne les écoles, pour ce qui concerne les hôpitaux, etc. C'est à nous de collecter tous ces besoins et à nous de chercher à leur trouver des solutions. Cette rencontre a également permis de faire le point de l'exécution des décisions prises à la dernière séance et des préparatifs de la célébration communale du 1er août qui aura lieu dans l'arrondissement de Calavi. Dans le cadre du projet MediaDev financé par Open Society for West Africa, OSIWA, le journal La Croix du Bénin a présenté ce mercredi les résultats de sa 9e enquête. C'était à la faveur d'une conférence de presse qui s'est déroulée à la salle de conférence de la cellule de communication. L'investigation porte sur l'état de décrépitude du système éducatif béninois. Fréjus Serroin et Cyril Agbo pour les précisions. État alarmant du système éducatif béninois, les causes profondes d'un échec. C'est l'intitulé du dossier réalisé et présenté à la presse par le père Crépin Magloire Akapovi, directeur de publication du journal La Croix du Bénin. Dans ses premiers mots, l'auteur de cette investigation, qui a parcouru 8 départements pour avoir de la matière, a tôt fait de livrer les résultats qui expliquent la faible qualité de l'enseignement de nos jours au Bénin. L'une des causes profondes des échecs se trouve dans la mise en œuvre précipitée de la gratuité et un projet social
qui n'avaient pas la solidité requise, a noyé tous les efforts des acteurs du système éducatif. Selon le conférencier, avec la gratuité de l'enseignement, le taux brut de scolarisation est passé d'environ 68% en 1980 à 109,1% en 2009. Mais l'école béninoise n'était pas prête pour ce boom. L'incapacité de l'exécutif à construire assez de salles de classe et à fournir du matériel pédagogique adéquat pour ces écoles démontre l'utopie d'une telle décision. Le chômage aidant, beaucoup de scolarisés se sont retrouvés dans l'enseignement pour des questions existentielles et alimentaires. Les enseignants ne sont pas qualifiés. Le système du nouveau programme a couvert les lacunes de nos enfants pendant une décennie. En un mot, les fondamentaux de l'éducation n'ont pas été appliqués. Si la gratuité de l'enseignement dans le public a révélé l'état alarmant du système éducatif, elle a permis d'admirer les résultats des écoles privées, surtout celles confessionnelles. C'est cette situation qui justifie le choix de certains Béninois de se faire former à l'extérieur. Et c'est toujours le Bénin qui en souffre. Les meilleures universités au monde nous volent nos compétences par ce qu'ils appellent une migration choisie. Et nous n'avons pas le choix apparemment. Nos politiques sociales sont incapables de rémunérer les cadres formés à l'extérieur. Alors, ils mettent leurs compétences au service d'autres pays. Outre la construction massive de salles de classe en matériaux modernes et le recrutement en nombre suffisant des enseignants qualifiés et bien formés, le père Crépin Magloire Akakovi note d'autres défis auxquels l'école béninoise doit faire face. Privilégier l'enseignement technique et la formation professionnelle. Réintroduire dans les écoles non seulement les leçons de civisme, mais aussi le vieil exercice de la dictée suivi de questions de compréhension et de grammaire. Le double problème à régler absolument est celui de la qualité et celui de la professionnalisation de l'enseignement. Repenser le système éducatif béninois dans son ensemble, surtout la gratuité de l'enseignement, et donner à la jeunesse les moyens de maîtriser effectivement l'essentiel des connaissances sont les messages forts qui ont clôturé cette séance de restitution. Je vous le disais en début d'édition, deux malfrats présentés à la presse. Cela se passait ce mardi après-midi au commissariat central de Cotonou. Ces malfaiteurs ont fait l'objet de cette présentation après que les policiers du commissariat d'arrondissement de Vaudjais les ont arrêtés au cours d'une opération qu'ils s'apprêtaient au cours d'une opération qui s'est déroulée la semaine dernière. Et ce sont les informateurs qui ont donné au directeur général de la police nationale des précisions sur un braquage que s'apprêtait à commettre des malfaiteurs au quartier Vaudjais afin qu'ils instruisent les siens de les mettre hors d'état de nuit. Ce braquage visait un habitant de ce quartier, comme nous l'explique ici le commissaire Sédé. Le mercredi 20 juillet 2007, aux environs de 18h, ces hors-la-loi que vous êtes en train de voir sont tombés dans les filets de la police nationale. Ils étaient porteurs de 2 pistolets, l'un automatique de fabrication ou bien de marque allemande et l'autre de fabrication artisanale avec des munitions. Ils étaient aussi porteurs de scotch. Auditionnés, ils sont passés aux aveux et ils ont déclaré qu'ils utiliseraient le scotch pour ligoter leurs victimes à l'ADI afin de pouvoir opérer aisément. Et ils ont aussi déclaré avoir acheté le pistolet de marque allemande automatique au Nigeria et celui artisanal au Bénin. Je voudrais, au nom du commissaire central de la ville de Cotonou, susciter et obtenir de la part de la population une saine collaboration et une franche symbiose pour gagner la lutte et la bataille contre l'insécurité ambiante. Pour ce faire, nous voulons de la part de la population la dénonciation
des hors-la-loi et des divorcés sociaux, quel que soit leur refuge. Gaz lacrymogène, canon à eau était de sortie ce mardi matin à Cotonou. Cet arsenal de la police a servi à réprimer une marche des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Ces derniers entendaient transmettre au ministre Atanasso leurs revendications. Le récit des événements, c'est avec Fréjus Serlan et Damien Pedro. Panique, fuite, des blessés et des dommages matériels. C'est ce à quoi aboutit la longue et pénible marche des étudiants qui a démarré du grand portail de l'université d'Abomey-Calavi et a atterri à la Bourse du Travail dans la ville de Cotonou. Et c'est à ce point de chute que cette marche, qui était jusque-là pacifique et dont le but est de revendiquer de meilleures conditions d'études, a dégénéré. L'itinéraire était de l'université d'Abomey-Calavi jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais on nous a dit qu'on ne peut pas traverser le CNHU et on ne peut pas traverser la présidence. Et de l'autre côté de la Bourse de Travail, on ne peut pas non plus traverser la résidence du chef de l'État. On s'est convenu de ce que la marche allait échouer à la Bourse de Travail. Mais force est de constater qu'à la destination, ça veut dire à la Bourse de Travail, les policiers ont reçu l'ordre du préfet. J'étais témoin quand le préfet a demandé à la police de tirer sur nous. Pour Modeste Tobola, préfet du département du Littoral, qui a autorisé la marche et a aidé à mettre des bus à la disposition des étudiants, c'est plutôt l'incivisme de ces derniers qui a engendré cette scène qu'il déplore. Donc j'étais là, présent, sur les lieux, à la Bourse du Travail, en attendant la délégation du ministère pour que nous puissions recevoir leur motion. Lorsque, arrivés au niveau de la Bourse du Travail, ils ont décidé de franchir la ligne rouge. C'est inadmissible. Je voudrais dire que le respect des libertés individuelles et collectives n'emporte pas sur l'ordre public. Ils veulent forcer le passage, ils disent qu'ils veulent aller au ministère. Alors qu'il y a des autorités administratives ici qui veulent les recevoir. Dans cette confusion où les étudiants ne comprenaient pas pourquoi les forces de l'ordre ne pouvaient pas les encadrer jusqu'au ministère de l'Enseignement supérieur, ils n'ont pu transmettre leur motion à l'autorité, dépêchée par la ministre Marie-Odile Atanasso. Plusieurs responsables syndicaux, notamment ceux de la CSTB, CGTB et CSA Bénin, ont dû quitter un forum organisé par le gouvernement pour se rendre sur les lieux et dire leur mécontentement. Policiers, étudiants, même cause, même combat. Policiers, étudiants, même cause, même combat. Alors, je n'ai jamais dit non. Mais quelle est la suite? Mais vous posez un problème. Mais quelle est la suite? Je dis et je répète que l'entrée à la Bourse du Travail, là, nous n'en voulons plus. Voilà. Encore sous le choc, les étudiants ont du mal à comprendre le concept de la rupture, qu'ils ont pourtant eux-mêmes contribué à rendre populaire. Ce sont nos marches qui ont permis que Talon vienne au pouvoir. Lui, aujourd'hui, au pouvoir ne peut pas permettre à ce que des marches soient réprimées. À Zanaï, pour qui on a passé des nuits blanches ici, contre le complot fait contre lui par le Boniaï à l'époque. Donc, s'il n'est pas impliqué dans cette répression, il faut qu'il monte au créneau pour parler. À l'instar de ce jeune homme, arrêté puis relâché par les forces de l'ordre, les étudiants n'entendent pas renoncer à leurs revendications qui se résument en ces 4 points. La tenue de la session de rattrapage à la faculté des lettres, le paiement des allocations universitaires, la suspension des faux frais à payer avant de rentrer en possession de ces attestations ou diplômes et la démilitarisation du campus d'Abomey-Calavi. Hors de nos frontières, le gouvernement de l'État de Lagos au Nigeria a introduit une loi interdisant la vente à la sauvette alors que la récession économique guette le pays selon le FMI. Une mesure qui suscite des inquiétudes parmi les plus démunis dont les revenus sont composés de petites ventes quotidiennes à la sauvette. Reportage. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn. Vendus 15 centimes d'euros l'unité, elle espère gagner 10 euros par jour en les colportant dans les rues de Lagos. Mais le gouverneur de la mégapole de 20 millions d'habitants a introduit une loi interdisant les vendeurs ambulants. Pour Biliki, l'avenir est devenu incertain. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Même ceux qui ont un commerce ne gagnent pas autant d'argent que moi en colportant. Il y a tellement de taxes sur les commerces qu'ils font peu de profit. Dans les embouteillages monstres de la capitale économique du Nigeria, les colporteurs se faufilent pour vendre des fruits, des boissons, des films ou des livres. Désormais, ils risquent 6 mois de prison et 270 euros d'amende
s'ils se font attraper par la police. Une mesure justifiée par l'État de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Nous sommes sous le soleil du matin jusqu'au soir avant de rentrer chez nous. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faits du même sang et de la même chair. Ça ne nous amuse pas de vendre dans la rue. Un travail dur plutôt que le chômage. Au Nigeria, près d'un jeune diplômé sur 2 est sans emploi. Avec la chute des cours du pétrole et une inflation galopante, le FMI craint que le pays entre en récession. Les vendeurs de rue n'ont pas forcément le choix. Quelle est l'alternative? L'alternative sera la criminalité et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Avec près de 180 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique et dont plus de la moitié vit avec moins d'1 euro par jour. À Lagos, les vendeurs ambulants auront maintenant les yeux posés sur le trafic et la police. Soldats américains et sénégalais ont achevé mardi 2 semaines d'entraînement dans le cadre du programme américain Africa Readiness Training. Sur une base militaire de Thiès, militaires américains ont réalisé plusieurs exercices avec les hommes du bataillon de parachutistes du Sénégal. L'objectif pour les États-Unis est de renforcer les capacités de ces hommes à se projeter en urgence sur des terrains africains. Suivant quelques propos recueillis à la fin de ce entraînement. En fait, c'est le premier exercice de ce type ici au Sénégal. Et l'idée, c'est de bien préparer les forces armées américaines pour les déploiements en cas d'urgence ici en Afrique. Problème de sécurité, sûreté, n'importe quel cas d'urgence. Et ça, c'est l'idée, d'être toujours prêt pour une réponse en cas d'urgence. En tant que soldat, c'est le plus important, on apprend tous les jours, puisqu'on peut nous envoyer dans différents pays qu'on n'a jamais été forcément. Donc travailler avec des personnes qui font le travail différemment nous apprend beaucoup plus que de travailler avec des gens qui font comme nous. Le bataillon parachutiste, comme on dit souvent au Sénégal, dans les armées, c'est le fer de lance de l'armée sénégalaise. Donc c'est un bataillon opérationnel qui participe à tous les théâtres d'opération, ici au Sénégal comme à l'étranger, donc en mission de maintien de paix ou en mission de coercition de force. Voilà, je peux donner l'exemple du Mali. On a eu une compagnie qui est rentrée récemment du Mali, ça fait 6 mois à peu près. On a une autre compagnie en mission de maintien de paix récemment en Côte d'Ivoire, ça fait 3 mois qu'ils sont partis. Effectivement, il y a beaucoup de partage d'expérience de part et d'autre. Il y a des choses sur lesquelles eux ils sentent effectivement il y a un besoin pour eux de s'adapter. Et pour cette procédure, pour ce mode d'action, effectivement, ils ont trouvé qu'effectivement ils étaient un peu lents et qu'ils s'adaptent, ils ont réadapté leur savoir-faire par rapport à nous, ce qu'on fait actuellement. Parce que c'est beaucoup plus réaliste et nous on fait effectivement des théâtres d'opération où l'ennemi est souvent au contact et donc il faut agir vite. Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide au centre d'une polémique pour avoir frappé une de ses danseuses. Il a été emprisonné mardi à Kinshasa après son inculpation pour causes et blessures volontaires selon des sources judiciaires. Chanteur de rumba populaire en Afrique, Antoine Mumba, alias Koffi Olomide, avait été filmé vendredi à son arrivée à l'aéroport de Nairobi en train de donner un violent coup de pied à l'une de ses danseuses. Largement relayée par les réseaux sociaux, la vidéo de la scène avait provoqué une vague de condamnation. Le chanteur a été expulsé samedi du Kenya où il devait donner un concert. Dans la foulée, les autorités zambiennes ont annulé également son concert prévu cette semaine à Lusaka. Koffi Olomide est inculpé pour coups et blessures volontaires, troubles à l'ordre public et d'autres infractions, a déclaré à l'AFP un haut magistrat. Détenu sous un mandat d'arrêt provisoire, le chanteur sera présenté devant un tribunal dans 5 jours, a-t-il précisé. Attentat suicide ce mardi à Mogadiscio, capitale de la Somalie. Bilan, au moins 13 personnes ont été tuées près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiqué par les islamistes Shebab, démontrant une nouvelle fois la capacité de nuisance du groupe affilié à Al-Qaïda au centre de la capitale somalienne. Reportage. Un double attentat s'est produit tôt le matin de ce 26 juillet à Mogadiscio. Outre ces attentats
résultat, des tirs ont été entendus également vers 6h GMT aux abords des locaux de l'Organisation des Nations Unies et de la Force de l'Union africaine en Somalie. Bilan de ces attaques, 13 morts. Il s'agit d'un acte suicide des Chebab à Mogadiscio, a déclaré un responsable de la police. Vers 9h, heure locale, l'ennemi des États-Unis, les islamistes Chebab, a frappé près de l'aéroport de Mogadiscio avec 2 véhicules chargés d'explosifs. Au moins 13 personnes ont été tuées et 5 autres blessées dans les attaques. Les 2 explosions ont été menées par 2 kamikazes moudjahidines qui ont ciblé 2 endroits différents où les soldats de maintien de la paix sont basés. L'aéroport international Aden Ad, du nom du premier président somalien, est devenu un champ de bataille depuis que s'est installé juste à côté de la principale base de la Mission, forte de 22 000 hommes et qui aide le gouvernement somalien dans sa lutte contre les Chebab. Et puis un prêtre octogénaire est mort égorgé ce mardi lors d'une prise d'otage dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Rouen, en France. La première attaque contre un lieu de culte catholique en Europe où le père Jacques Hamel disait la messe vers 7h30 GMT. Un autre otage est grièvement blessé et se trouve dans un état critique. L'attaque a été bel et bien revendiquée par l'organisation djihadiste État islamique. Une situation qui accroît encore la tension dans ce pays qui a été la cible récente d'une série d'attentats djihadistes. Suivons ici la réaction de quelques personnalités religieuses et politiques. Je prie toujours en ce moment si Dieu a pitié de ceux qui sont en train de faire les choses horribles, mais aussi pour ce prêtre qui, nous l'avons entendu, a été tué dans cette terrible attaque en France. La tuerie s'est passée à l'église au moment de la messe quotidienne. C'est un prêtre âgé qui accomplissait fidèlement sa mission, le père Jacques Hamel. Je pense vraiment à eux, à tous ceux qui ont été ordonnés en même temps que ces prêtres. Mais je pense aussi aux fidèles, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y en a une, semble-t-il, qui est entre la vie et la mort, et qui viennent au petit matin prier pour le monde. Je suis un peu abasourdi, à vrai dire. Je suis abasourdi, mais je suis un peu comme porté par ces jeunes qui veulent construire une civilisation de l'amour. Laissez-moi commencer par présenter mes condoléances au peuple français après l'écœurante attaque de ce matin en France. Nos pensées et prières sont avec toutes les personnes affectées. Une fois finie, la future mosquée de Samslika à Istanbul sera la plus grande de Turquie. Ce complexe gigantissime de 15 000 mètres carrés pourra accueillir jusqu'à 60 000 fidèles. Et malgré les actions en justice ou protestations d'architectes, d'urbanistes ou d'écologistes, la construction très controversée de cette mosquée monumentale a pris des allures d'un passage en force. Ensuite plutôt. Le son des perceuses avant celui du muezzin. À Istanbul, la future mosquée située à Çamlıca se dresse sur les hauteurs de la rive asiatique. Ce complexe de 15 000 mètres carrés avec 6 grands minarets pourra accueillir chaque jour près de 37 000 fidèles. La mosquée abritera également une bibliothèque, une galerie d'art ou encore un musée. C'est une première, d'abord par sa taille, c'est la plus grande mosquée construite pendant la période républicaine et ensuite par la complexité de l'édifice. Mais l'édifice de style classique ottoman, initié par le président Erdogan à l'époque Premier ministre, suscite la controverse. Certains architectes et urbanistes ont intenté un procès il y a 4 ans pour préserver cette colline, site naturel protégé. Parmi eux, l'urbaniste Tayfun Karaman ne cache pas sa colère. C'est une zone naturelle qu'il faut protéger, mais même si le procès arrive à terme, en Turquie, quand le pouvoir politique veut mener un projet à bien, il le fait. Ils n'auront qu'à légèrement changer les plans ou tout simplement entamer un nouveau projet. Depuis l'autre rive du Bosphore, impossible de la manquer. Çamlıca compte parmi les quelques 3300 mosquées recensées par le ministère turc des Affaires religieuses en 2015. À Istanbul, on ne peut pas dire qu'on fasse les choses par nécessité. Il y a des mosquées partout, des écoles, des hôpitaux.
Là, je ne pense pas que ce soit nécessaire. À vrai dire, je ne pensais pas que ça se ferait, mais je la trouve très jolie. Que Dieu remercie celui qui l'a construite. Elle est belle. La nouvelle mosquée devra ouvrir ses portes d'ici quelques mois après 2 ans et demi de travaux. D'ici là, il faudra encore construire une route et un tunnel pour relier la ville à la mosquée située sur l'une des plus hautes collines d'Istanbul. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour l'attention. À bientôt.